Bonsoir à toutes et à tous. Donc, deuxième conseil municipal de l'année, celui du rapport d'orientation budgétaire suivi du débat et de quelques délibérations supplémentaires. Alors, nous allons commencer par faire l'appel. Madame Pardigon, s'il vous plaît. Monsieur le maire. Présent. Madame Astier-Boucher. Présente. Monsieur Berti. Voilà. Madame Corporandi-Vialon. Présente. Madame Excoffon-Joly. Présente. Alors, Monsieur Henry est allé représenter Monsieur le maire en préfecture. Il devrait arriver un petit peu en retard. Mais en attendant, il a donné quand même son pouvoir à Monsieur le maire. Madame Gini. Présente. Monsieur Collet. Présent. Madame Gamba. Présente. Madame Théobald. Présente. Madame Lampin. Madame Janin. Madame Gérini a donné son pouvoir à Madame Guilleran. Monsieur Ruiz a donné son pouvoir à Monsieur Berti, mais arrivera peut-être en retard également. Madame Garino. Présente. Monsieur Even a donné son pouvoir à Monsieur Collet. Monsieur Jean Solin. Monsieur Guette. Présent. Monsieur Vidal a donné procuration à Monsieur Cardinali. Madame Astier, Josiane. Présent. Monsieur Cardinali. Présent. Monsieur Weber. Présent. Monsieur Versini. Madame Vaillant. Présent. Madame Guilleran. Présente. Monsieur Monin a donné procuration à Madame Astier-Boucher. Madame Mangot a donné procuration à Monsieur Guette. Madame Dalmasso. Monsieur Audibert. Très bien, nous allons commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance, la petite séance de conseil municipal du 3 février dernier. Est-ce que vous avez des remarques sur ce PV ? Pas de remarques. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On passe à la désignation du secrétaire de séance. Nous retrouvons Lucas Audibert. Donc nous te proposons comme secrétaire de séance. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien, c'est entériné. On va faire un petit tour de nos adjoints et adjointes qui ont eu des commissions récemment. Donc Magali à la culture, Alexis au sport notamment, Anne-Laure, il y a aussi des comités de pilotage, hein, bien sûr. On commence par Magali à gauche. Allez, on y va pour la culture. Ça marche, oui. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, commission culture qui s'est déroulée le 16 février dernier, donc la semaine dernière. Nous avons parlé des festivités culturelles 2022. Donc, du 8 mars au 2 avril, nous avons un pays à l'honneur. Hein, ça se fait une année sur deux. Cette année, c'est l'île de la Réunion et l'île de Tromelin, avec des conférences, des expositions, des ateliers poterie, démonstrations de danse folklorique réunionnaise et spécialités culinaires, tout ça à la médiathèque Eureka. Du 16 au 30 avril, Festival des Poésies, avec le vernissage le 22 à 18h30 à la médiathèque toujours. Ensuite, nous avons parlé de la fête de la musique, hein, qui est du ressort du service culture. Donc, un groupe de musique sera à Pagès, un groupe dans le jardin Jean Solin, de 18h30 à 20h30, et puis une soirée sur la place de la mairie à 21h30 avec le groupe Nos Sax. Si tout va bien et que l'année continue comme ça ira, on aura un beau spectacle en fin d'année de prévu qui est la fabuleuse histoire de Marcel Pagnol, mis en scène, écrit et mis en scène par Marco Paolo. Donc ça sera un peu avant Noël, certainement le week-end avant Noël. La date n'est pas encore bien déterminée. Voilà pour les festivités culturelles. Deuxième point abordé, c'est quelques rénovations à la chapelle de la Trinité. Nous pouvons prétendre à une subvention régionale à hauteur de 50% du montant total des travaux au titre de l'appel à projet restauration et valorisation du patrimoine rural non protégé en 2022. Donc en partenariat avec la Fondation du patrimoine. Nous envisageons donc la réfection totale du circuit électrique qui est obsolète, des peintures intérieures, extérieures, un point d'eau. Il y avait eu beaucoup de travaux de fait il y a une dizaine d'années de ça, hein, donc elle est quand même bien à l'extérieur, voilà, elle est quand même bien, mais à l'intérieur, elle est un peu dégradée. Donc on refait les peintures, enfin on envisage de refaire des peintures, un point d'eau en extérieur aussi, un éclairage nocturne, ainsi que des travaux d'accessibilité pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. Aménagement extérieur avec éclairage et table et bancs en bois. Hein, donc toutes ces opérations, le but de cette opération est de permettre l'ouverture de la chapelle au public le plus régulièrement possible pour y célébrer des offices religieux.
Nous avons demandé un rendez-vous d'ailleurs avec les prêtres de la paroisse de la Farlède, ou tout simplement se retrouver autour d'un pique-nique ou d'un récital beaucoup plus convivialement. Voilà. Ensuite, nous avions un thème qui nous tient à cœur à la Farlède depuis de nombreuses années. Et notre commune a souhaité dédier cette année à l'inclusion, passant 2022 sous le signe de la solidarité, engagement et bienveillance. Nous avons donc engagé un partenariat avec l'Institut des Arts Inclusifs qui a démarré le 7 janvier par la présentation du court-métrage Traversée, donc qui a été présenté aux enfants, aux scolaires, aux centres de loisirs et aux Farlédois. Ça s'est déroulé sur 2 jours. Et tout au long de l'année vont se dérouler donc à la Farlède des projets sur la biodiversité, toujours en partenariat avec l'Institut des Arts Inclusifs et l'ADAPI. Pour les classes primaires, l'accueil de loisirs, tous les services donc de notre commune sont associés à cette dynamique, le service culture, jeunesse, école, environnement, sport, développement durable, avec la volonté de développer l'inclusion et œuvrer pour que les différences soient acceptées par tous. Voilà, c'est un projet qui nous tient à cœur et que nous mènerons toute l'année et bien au-delà aussi. Voilà. L'aménagement des jardins devant la médiathèque, ça prend forme. La table d'échecs va être bientôt posée. Des transats, un espace ludique et tranquille à la fois. Donc fermé, paysager et arboré. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je tiens à remercier mes élus présentes à chaque commission qui, par leur collaboration et leur travail à mes côtés, me permettent de bien avancer et de faire au mieux pour que nous soyons bien au niveau culturel à la Farlède. Merci. Merci Magali. C'est vrai que les boîtes à livres ont eu beaucoup de succès. Elles sont très jolies. Oui, elles ont été placées la semaine dernière. Très bien. Et c'est vrai que ce week-end, il y a pas mal de personnes qui ont emprunté, qui ont lu. Oui, c'était assez sympa de voir que ça démarre bien. Et merci au service technique de les avoir installés également. Alors Alexis, qui a fait une commission sport aussi la semaine dernière. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Donc nous avons une commission il y a une dizaine de jours où nous avons débattu en fait de l'événementiel sportif pour le courant de l'année 2022. Il a été décidé d'organiser 3 journées en dehors des événements habituels que sont par exemple le stage de voile qui sera reconduit aux vacances de Pâques du tournoi du Coudon et on l'espère de la foulée farlédoise cette année à la fin du mois de juin, le 24 juin. Il a été décidé d'organiser 3 journées avec 3 thèmes différents. Donc le premier thème sera une journée sur le sport intergénérationnel au mois de mai, la journée olympique au mois de juin et une journée sport urbain et où on associera aussi le sport adapté et le handicap également, donc au mois de novembre. Nous avons lancé également les premières pistes de l'élaboration d'un projet sportif municipal pour l'ensemble de votre mandature. Voilà pour ce qui concerne les sports. Et je tenais à préciser que le conseil municipal des jeunes sera installé également, même si ça ne concerne pas les sports directement, le 5 mars, je crois samedi matin à 10h, ici même. Très bien. Voilà. Merci Alexis. Anne-Laure pour les comités de pilotage du groupe scolaire. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'extension de Marie Curie jusqu'à la livraison de la nouvelle classe. On parle de la poursuite des travaux concernant la préparation du nouveau groupe scolaire. On parle aussi des possibilités d'extension de l'accueil de loisirs. Tu veux dire un mot là-dessus ou... Oui. Merci Monsieur le maire. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, Monsieur le maire donc a organisé une réunion donc avec l'ensemble des directeurs d'école, certains enseignants, les parents d'élèves, les ATSEM, voilà, on était tous réunis. Donc pour avoir effectivement Monsieur Cardona bien sûr qui a présenté aussi le projet. Voilà.
je pense que c'est quelque chose qui, malgré tout, fait consensus, hein, malgré quelques réticences, quelques questions, mais on est sur la bonne voie. Le travail avance correctement, donc on devrait être dans les temps pour accueillir les élèves, on espère, en septembre 2024. Le centre de loisirs, effectivement, a besoin, hein, comme les écoles et comme le reste, des bâtiments publics, hein, voilà, a besoin de pouvoir accueillir un peu plus d'enfants, surtout que le centre de la Farlède a quand même du succès. Et nous avons beaucoup de demandes de gens de l'extérieur, alors bien évidemment qui ne sont pas prioritaires, hein, mais qu'on essaie quand même voilà, d'intégrer quand on le peut, avec des tarifs bien sûr qui ne sont pas les mêmes. Mais voilà, donc il y a aussi ce projet d'agrandissement du centre de loisirs. Sinon, donc, au niveau des écoles, actuellement, donc il y a eu... Nous avons été informés par l'inspectrice de circonscription, Madame Laure, qu'il n'était à ce jour pas du tout envisagé l'ouverture ni de classes de maternelle, ni de classes d'élémentaire. Alors, on s'inquiète quand même un petit peu parce que on a des effectifs qui augmentent et puis on a pas mal d'inscriptions. Donc, il y aura une deuxième commission un petit peu plus tard dans l'année. Le seul souci, c'est que les résultats tomberont fin août. Mais évidemment, vous vous doutez qu'on anticipe quand même cette possibilité et donc nous serons à même d'accueillir les enfants, que ce soit en maternelle ou en élémentaire. Sinon, vous dire que la classe de neige, financée en partie donc par la commune, a pu se déplacer hier. Donc ils sont partis à Seine-les-Alpes. C'est la classe de CM2 de Madame Bord, de Jean Écart. Voilà, ils devaient partir le 10 janvier, mais pour cause de Covid, il y a eu énormément d'enfants qui avaient le Covid. Donc ils sont partis hier et tout a l'air de se passer correctement. Au niveau de la jeunesse, donc le centre de loisirs a affiché complet aux vacances d'hiver. Et ça, tout s'est très bien passé. Et on a donc un groupe au niveau de la maison des jeunes, un groupe de 15 jeunes de 14 à 18 ans qui ont pu bénéficier d'un séjour à Ancel. Et là encore, franc succès, on a dû en refuser. Et oui. Et là, nous travaillons sur un projet cet été pour la Corse. Donc là aussi, on a déjà des inscriptions anticipées pour pouvoir partir en Corse cet été. Voilà pour l'actualité. Nous aimerions être assez jeunes pour continuer à en profiter, oui. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres adjoints qui veulent prendre la parole sur leur délégation? Oui, Virginie, pour les affaires sociales. Alors, bonsoir à tous. Donc, sous réserve, bien sûr, on a un conseil d'administration du CCAS le 1er mars prochain. Et donc, je pense qu'il n'y aura pas de souci, mais c'était pour quand même préciser que j'attends leur validation. On va reprendre les ateliers numériques qu'on avait dû interrompre au mois de janvier, en raison donc des mesures sanitaires. Ils vont reprendre donc au mois de mars. Ensuite, on a prévu des balades farlédoises, donc en collaboration avec le service municipal des sports. 2 dates sont prévues, c'est le 29 avril et le 6 mai prochain. Également la pièce de théâtre, donc une comédie pagnolesque qui a été reportée à 2 reprises, donc pour conditions météorologiques et également mesures sanitaires. Cette fois-ci, elle est prévue le 3 mai, donc on croise les doigts. Un goûter d'encens sera organisé le mardi 17 mai à la salle des fêtes de la Farlède. Et également la marche active à l'Oliveraie qui reprendra comme l'année dernière tous les mardis matins donc du mois de juin. Voilà, en fonction du nombre d'inscriptions, on pourra doubler les séances parce qu'on avait eu beaucoup de succès l'année dernière. Donc on pourra toujours doubler les séances. Voilà pour moi. Très bien. Bien écoutez, on va passer donc au cœur de ce conseil municipal, le rapport et débat d'orientation budgétaire. Donc, vous savez que depuis la sortie de la loi NOTRe en 2015, ce débat d'orientation budgétaire s'est armé d'un rapport d'orientation budgétaire que nous avons l'obligation de vous présenter. Je remercie Lilian pour le travail qu'il a fait. Ce document vous a été fourni, et il est fourni d'ailleurs à double titre.
Je pense que vous l'avez tous parcouru, donc j'ai pensé qu'il serait plus intéressant de vous présenter les choses sur des slides plus dynamiques plutôt que de faire une lecture ennuyeuse de ce document, ennuyeuse et linéaire. Donc nous allons voir les différents points et puis bien sûr, à l'issue de cette présentation, nous passerons à la phase de débat et d'échange. On y va, on démarre toujours par le contexte. Au niveau global, vous savez que nous peinons à sortir d'une crise sanitaire qui, depuis 2 ans, a frappé la globalité de la planète, avec des effets délétères sur l'économie en 2020 et une reprise en 2021, mais une reprise mécanique, due à ce qui n'a pas été fait finalement l'année d'avant. On a toujours des incertitudes sur la période à venir. On constate aussi une inflation galopante, avec notamment l'énergie qui pose problème, que ce soit l'électricité, le gaz et le carburant. Je ne pense pas que le conflit latent en Ukraine soit fait pour arranger les choses quand on connaît les enjeux en termes de livraison de gaz, notamment, qui viennent de Russie. Donc tout cela nous conduit à être prudents. Je ne veux pas être pessimiste, on va être prudent pour les orientations budgétaires à tenir pour cette année et probablement pour les années à venir. L'année a déjà été amputée par le Covid de mesures sanitaires en janvier et février, vous le savez. On va vers une sortie de crise avec ce dernier variant qui, théoriquement, va peut-être nous libérer de cette pandémie, mais on n'a aucune certitude. Donc nous allons faire, encore une fois, des prévisions sous réserve, évidemment, d'événements que nous ne maîtrisons pas à l'avenir. Donc ça, c'est pour le contexte très global. Celui des collectivités est lié à ce contexte global qui impacte l'économie. On avait depuis 2008 une crise économique mondiale qui n'a finalement pas été une crise, mais qui est devenue une situation, puisque les crises ont pour vocation de se résoudre en quelques années. Ça n'a pas été le cas de la crise des subprimes. Donc on est déjà dans un contexte d'austérité pour les collectivités locales. On fait souvent allusion à la baisse des dotations globales de fonctionnement des communes, et c'est vrai que depuis 2010-2011, la mairie de La Farlède, pour donner un exemple d'austérité, est passée de 1 100 000 € à 380 000 € de dotation d'État, alors que les compétences n'ont pas été transférées dans ce sens-là, mais plutôt à l'inverse. Donc nous subissons cette crise depuis 14 ans, et depuis 2 ans, nous nous préparons à nous confronter à une nouvelle crise, issue des problématiques économiques qui ont fait émerger de nombreuses problématiques, notamment sur nos habitudes économiques et industrielles. Nous avons délaissé depuis de nombreuses années la production nationale. Nous sommes donc confrontés à des manques lors de cette crise, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau des matériaux, au niveau des produits technologiques. Et quand on est dépendant des autres, eh bien, on a la possibilité d'être en carence, mais on a aussi la situation la plus fréquente, c'est celle de payer plus cher. Et donc c'est la raison pour laquelle on paye plus cher l'énergie, on paye plus cher les matériaux. On parle souvent des semi-conducteurs dont le tarif a explosé parce qu'ils sont devenus très rares et leur production a été ralentie depuis le début de la crise. Donc tout cela, nous allons l'essuyer. Artificiellement, le pays s'est endetté pour justement ne pas impacter les entreprises durant les périodes de fermeture dues au Covid. Vous savez tous qu'on a emprunté des centaines de milliards d'euros qui sont répartis en aide directe, en remboursement de chômage partiel, en prêt garanti par l'État. Voilà, cet argent, il va falloir le payer un jour. Et comme d'habitude, les collectivités territoriales ne seront pas épargnées, bien au contraire. Le particulier et le contribuable, on va dire, habituel, ne sera pas épargné non plus. Pour l'instant, on est sous cloche. Et il est évident que nous devons aussi prendre en compte cet aspect dans notre préparation budgétaire. Alors la loi de finances 2022 n'est pas une loi révolutionnaire, c'est une loi plutôt transitoire. Elle a tout de même quelques effets qu'il nous faut savoir appréhender. Vous voyez le slide.
Une stabilité relative des dotations. Alors attention, là je parle pour l'ensemble des collectivités, parce que en dessous vous avez un tiret qui vous indique qu'il y a une réforme impactante des indicateurs financiers qui vont prendre en compte notamment, il y a une taxe qui a énormément augmenté en recettes ces dernières années, dans notre commune, mais dans la plupart des communes aussi. Ce sont les droits de mutation qui réagissent immédiatement aux transactions immobilières. Il y a beaucoup de transactions immobilières en France depuis 2 ans, et sur la commune de La Farlède, on n'y échappe pas, on est même très dynamique à ce niveau-là. Comme nous sommes bien armés au niveau des droits de mutation, et que cet indicateur financier fera partie des critères qui vont être pris en compte pour calculer les dotations, eh bien, nous allons faire partie des communes qui vont être impactées à la baisse. On verra plus tard, vous voyez dans le document qui est plus dense, que nous anticipons 10% de baisse de dotation. Voilà, encore. Un soutien à l'investissement local qui est maintenu, là encore c'est dans sa globalité, il faut aller le chercher parce qu'il ne tombe pas tout seul. Donc là on parle des dispositifs comme la DSIL, comme le CRTE. On a fait un guichet unique à la CCVG parce qu'au niveau communal c'est très compliqué pour l'ensemble des communes d'avoir des services qui se permettent d'aller chercher ce type de financement qui sont complexes à monter, complexes à suivre. Donc ce guichet unique à la CCVG nous a permis de faire une véritable réflexion territoriale en termes de besoins locaux, et nous allons d'ailleurs avec le préfet dans quelques semaines signer ce CRTE qui est une demande de subvention qui sera officialisée mais qui ne présage pas de l'obtention. Donc l'investissement local globalement est maintenu, mais il se complexifie aussi. Il y a d'autres possibilités que les subventionnements d'État. Il reste la région, les départements, les EPCI, donc notre communauté de communes. On verra aussi que nous sommes actifs à ce niveau-là dans cette recherche de financement. Il y a quand même une bonne nouvelle dans un premier temps, c'est la revalorisation des bases fiscales. Je parle de l'impôt foncier. Vous savez que l'impôt foncier est basé sur le bâti, qui est lui-même reflété sur les feuilles d'impôt par des bases qui sont proportionnelles à la taille et à la nature du bâti. Ces bases, à la Farlède, physiquement ont augmenté parce qu'il y a des nouvelles constructions ou des agrandissements. Et puis, il y a aussi une inflation qui a agi dans le sens, là aussi, de l'augmentation de cette taxe mécaniquement. Donc, l'inflation a augmenté la fiscalité au niveau du foncier bâti. Nous avions par ailleurs, en 2021, voté une augmentation du taux de la taxe foncière bâtie de 2,8 points. Donc là aussi, on verra dans les recettes que ça a eu un impact favorable sur nos recettes de fonctionnement. Voilà pour le contexte. Alors, je rajouterai à cela l'inflation, qui, je l'ai dit, est galopante, près de 3% en 2021. On l'a dit, l'énergie pèse pour beaucoup, mais pas que. L'alimentation aussi coûte de plus en plus cher. Et malheureusement, pour l'instant, les perspectives ne sont toujours pas réjouissantes. En janvier, d'ailleurs, on a pris la peine de regarder les premières tendances. On est déjà à 0,3% dès le mois de janvier, ce qui ferait plus de 3,5% sur l'année si on continue à ce rythme. Donc l'inflation est bien de retour. Voilà pour le contexte, on passe au fonctionnement. Alors, les comptes administratifs, nous les voterons en détail avant le vote du budget, début avril. Là, nous avons une photographie quasiment définitive de ces comptes. Ça nous permet tout de même d'avoir une réflexion et un recul sur ce que nous avons pu constater pour l'année 2021. En termes de recettes, vous voyez donc la ligne la plus haute, c'est le total. Nous avons une baisse des recettes de fonctionnement de 4,5%. C'est-à-dire que nous avons environ 500 000 € de moins de recettes de fonctionnement. Alors dit comme ça, ça pourrait interpeller, mais lorsqu'on regarde les sous-totaux, cela s'explique aisément. Vous avez l'avant-dernière ligne là, qui est en rouge. Ce sont les produits exceptionnels. Les produits exceptionnels, par définition, ne peuvent pas être linéaires d'une année sur l'autre. Ce sont les ventes de foncier. En 2020, nous avons vendu notamment les terrains de l'Auvel pour la construction des logements sociaux du même nom.
Et en 2021, nous n'avons pas vendu de foncier significatif. Simplement un petit foncier au hameau des Guioles, c'était un échange d'ailleurs de foncier avec une plus-value pour nous. La vente d'un véhicule au service technique, un peu de mobilier, de fourrière. Donc rien de significatif en produits exceptionnels comparé à l'année d'avant. Donc on perd plus d'1 150 000 € sur cette seule ligne-là, alors qu'au total, nous ne perdons que 500 000 €. Donc vous voyez que les recettes de fonctionnement, si on relativise avec les produits exceptionnels qui cette année n'ont pas été au rendez-vous, en réalité sont par ailleurs de 6,5% en hausse. On va voir d'ailleurs sur une autre ligne que c'est essentiellement dû à l'augmentation, comme je l'ai dit, du taux de taxe foncière bâtie ainsi que de ses bases de calcul. Donc là, c'est la ligne, vous voyez, avec la somme la plus grosse, 9 018 kg, donc 9 millions d'euros. Alors, nous n'avons pas que le foncier bâti dans cette ligne. Nous avons le foncier non bâti, qui est assez anecdotique, je vous l'accorde, c'est-à-dire la taxe sur les terrains agricoles. Nous avons le résidu de taxe d'habitation, puisque une partie de la population en 2021 payait encore 2/3 de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires également, qui elle persiste pour l'instant en totalité. Nous avons l'attribution de compensation. En 2021, elle était encore de 3 430 000 €. Elle passera en 2022 à 3 200 000 € puisque nous avons rétrocédé le stade, le complexe sportif à la communauté de communes. Donc pour un total, vous le voyez, de 9 018 000 €. Donc une augmentation de 6,76% des recettes, impôts et taxes. Nous avons également dans ces recettes de fonctionnement les atténuations de charges. C'est la deuxième ligne là, sous le carré rouge. Elles sont en augmentation assez flagrante. Vous voyez, elles ont été multipliées par un peu plus de 3. Là, c'est le reflet en réalité de l'absentéisme long, puisque nous avons une assurance, nous contractons une assurance, et qui nous rembourse les arrêts longs ou les accidents de travail de longue durée. Et donc c'est là qu'on voit effectivement qu'il y avait des agents en arrêt long en 2021 en tout cas, 3 fois plus qu'en 2020 en quantité. Nous avons la ligne en dessous, les recettes de régie, donc, qui sont composées, comme vous le savez, du restaurant scolaire, du centre de loisirs, la médiathèque, l'école municipale des sports, pour un total de 546 000 €. Alors, il y a une année en 2019 là, qui m'avait interrogé. En fait, c'est une anomalie comptable. On avait 697 000 € de recettes. Ce n'est pas qu'on a flambé cette année-là à la cantine au centre aéré. C'est qu'il y a eu un remboursement de salaire par la CCVG au moment de la bascule de la compétence eau et assainissement à la communauté de communes, et on nous a remboursé le salaire d'un agent sur cette ligne-là. Donc, c'est pour ça que ça fausse la linéarité. On remarque tout de même qu'il y a eu un petit tassement entre 2018 et 2020, c'est essentiellement dû aux périodes de fermeture qui ont été compensées en partie par l'augmentation de la population. Et entre 2021 et 2020, on se tasse légèrement, donc j'ai trouvé quelques explications. Il y avait une semaine d'été en moins, c'est vrai qu'il y a certains étés à 8 semaines, d'autres à 9, selon les dates de fermeture des écoles. On peut trouver d'autres explications. Les tarifications de l'accueil de loisirs sont issues du calcul du quotient familial. Il suffit qu'il y ait un appauvrissement des gens qui fréquentent sur une année le centre de loisirs pour que les recettes baissent, alors que le nombre sera égal au final. Donc, on n'a pas de raison a priori flagrante, il n'y a pas une baisse énorme tout de même. Par contre, on se questionne sur les tarifs que nous pratiquons. Vous avez vu dans le rapport plus détaillé que nous sommes assez en dessous de la moyenne des communes concernant le prix payé par l'usager. Alors en soi, ça n'est pas choquant qu'un usager paye moins, mais il faut bien avoir à l'esprit que quand l'usager ne paye pas ou paye moins, c'est le contribuable qui paye plus. Donc il faut toujours trouver un équilibre entre le prix payé par l'usager et le prix payé par le contribuable. Le fait est que ça fait quand même quelques années que ces tarifs n'ont pas été réactualisés, ne serait-ce qu'au niveau de l'inflation. Donc nous allons nous y coller, que ce soit
pour les tarifs de restauration scolaire, pour les tarifs de l'accueil de loisirs, puisque nous aurons aussi malheureusement un impact en termes de dépenses. On parlait tout à l'heure des frais alimentaires. Là aussi, on risque d'avoir, par l'intermédiaire du CIVAD, des hausses de dépenses. En ce qui concerne les dotations et participations, donc là, il s'agit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la dotation forfaitaire globale de fonctionnement à hauteur de 270 000 €, qui est ensuite abondée par la DSR, la dotation de solidarité rurale, puisque nous faisons moins de 10 000 habitants, sinon ça serait la dotation de solidarité urbaine. Il y a des compensations d'exonération fiscale quand des personnes sont exonérées en raison d'une situation de handicap, de précarité, l'État nous rembourse. Il y a aussi les prestations de la CAF, qui sont des remboursements ou des paiements partiels concernant justement l'accueil de loisirs, le périscolaire, qui tombent sur cette ligne-là. Et enfin, le remboursement de la communauté de communes sur l'entretien des zones d'activité que nous faisons nous-mêmes, mais qui relèvent de la compétence de la communauté de communes. Les autres produits de gestion, vous voyez, 116 000 €, qui sont légèrement en baisse, ce sont les loyers de nos propriétés que nous mettons en location. Ça peut être à des agents communaux, ça peut être à des extérieurs. Donc là, il n'y a pas une grosse différence. Lorsqu'il y a une petite différence, c'est qu'il y a eu une période de vacances d'un appartement entre deux locataires. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'ensemble de ces recettes de fonctionnement. Donc je disais, ce sont les recettes exceptionnelles qui sont responsables de cette baisse, que par ailleurs, il y a plutôt une hausse avec notamment la hausse de la fiscalité et des bases. C'est donc une année assez dynamique, mais qui nous fait ressortir tout de même une rigidification de ces recettes, puisque la taxe d'habitation, je le répète, est appelée à être neutralisée totalement. Et lorsqu'il y a une rigidification, ça veut dire qu'on ne peut plus actionner de levier, on ne peut plus l'augmenter. Et puis un deuxième danger, de la même manière qu'avec la DGF, c'est que cette taxe d'habitation devienne tout simplement un réservoir pour l'État, et là aussi, qu'il ponctionne et qu'il ne nous reverse plus à l'euro près ce qu'il nous devait. Donc jusqu'à présent, nous sommes remboursés par le mécanisme de transfert du foncier bâti départemental. Et avec un coefficient correcteur, on est remboursé à l'euro près par rapport à l'année 2020. Voilà, quid des augmentations de population, c'est aussi un point d'inquiétude. On passe aux dépenses de fonctionnement. Donc vous voyez que globalement, il y a une hausse légère entre 2020 et 2021. En 2020, il y avait tout de même plus de fermetures dues au confinement qu'en 2021. Donc, ce qui explique notamment la hausse importante des charges à caractère général, à tout le chapitre 11, avec des entreprises qui n'avaient pas pu travailler de la même manière en 2020, qui reprennent une activité à peu près normale en 2021, même si on voit qu'on n'est pas tout à fait au niveau de 2018 et 2019. Il y a également dans cette ligne le paiement des fluides, qui jusqu'à présent n'avait pas encore trop augmenté en 2021. Voilà, tous les achats de la commune sont sur cette ligne. La ligne du personnel, donc le chapitre 12, qui est en dessous, avec une hausse de 2,23%. Donc on l'avait expliqué l'année dernière, essentiellement dû mécaniquement déjà à l'apparition de la prime de précarité pour 10%. On avait décidé d'augmenter l'IFSE sur les bas salaires. Il y a le traditionnel GVT qui agit, c'est-à-dire la montée en grade, en échelon du personnel, l'augmentation parfois du point d'indice. Donc tout cela nous avait conduit à une augmentation tout à fait normale des frais de personnel, qui comparait d'ailleurs 2019 sont quasiment équivalents. La ligne de dépenses d'atténuation de produits, alors là c'est une ligne où nous sommes négatifs, nous pourrions être positifs, mais nous sommes considérés comme une commune aisée au regard de notre potentiel fiscal. Donc le FPIC, qui est un fonds de péréquation, qui peut être positif ou négatif, pour nous est une dépense. Donc nous reversons environ 175 000 € dans la caisse commune, pour que d'autres communes qui ont un potentiel fiscal moins
moins aisés, moins privilégiés, eh bien, se voient attribuer des recettes. C'est un fonds de péréquation. Il y a également sur cette ligne, et nous ne l'avons pas payé en 2021, c'est pour ça que la dépense a fortement chuté, c'est la pénalité SRU. On ne l'a pas payé en 2021, enfin quasiment pas, plus exactement, on a payé à peu près 4 000 € au lieu des 174 000 €, parce que nous avions 2 ans avant subventionné un programme de bailleur social, ce qui nous permet de déduire de la pénalité à N+2 les efforts que nous concédons dans le domaine du logement social. Voilà, vous vous rappelez que on l'a également fait l'année dernière pour qu'en 2023, nous n'ayons pas non plus un gros impact de la pénalité SRU. On avait, l'an dernier, subventionné le projet de centralité. Ensuite, nous avons les autres charges de gestion courante qui sont en légère hausse également, parce qu'il y a tout simplement des reprises d'activités. La subvention des associations est dans ce portefeuille-là. Donc elle est passée de 84 000 € en 2020 à un intermédiaire entre 2019 et 2020 de 110 000 €. La subvention de la crèche à hauteur de 100 000 €. Le CCAS qui a également eu une année un petit peu plus importante avec 230 000 € de subvention. Les indemnités des élus qui, elles, sont fixes pour le mandat, qui sont à hauteur environ de 140 000 €. Donc tout cela, ce sont les autres charges de gestion courante. Vous avez en dessous, l'avant-dernière ligne, les charges financières, ce sont les intérêts de nos emprunts, qui, vous le voyez, diminuent chaque année, parce que nos crédits, nos prêts vieillissent et se rapprochent de la fin. D'ailleurs, nous avons payé la dernière annuité du prêt de la médiathèque et de l'aire de Jean du Voyage. C'était un prêt contracté à hauteur de 2,5 millions en 2007. La dernière annuité, on l'a payé en janvier. Là. Voilà, donc il y aura encore moins d'intérêts en 2021. Je vous rappelle aussi que nous avons transféré l'emprunt du stade pour la partie qui a été transférée, c'est-à-dire 83% environ du complexe sportif, puisqu'on n'a pas transféré le deuxième appartement et le parking extérieur. Donc là aussi, en 2022, les intérêts vont largement diminuer. Donc c'est un indicateur qui nous permet de dire que nous avons un véritable levier avec un emprunt potentiel important pour financer nos grands projets. Ensuite, nous avons les charges exceptionnelles. Donc là, c'est à la marge, avec un remboursement de dommages causés à un caveau. On l'avait voté aussi l'an dernier, la concession Bottero, et une annulation de TLPE pour une entreprise qui en avait trop payé et qui a justifié du surdimensionnement qui avait été inscrit sur la taxe. Voilà pour les dépenses. Alors, il y a un tableau qui est intéressant à regarder, c'est le tableau en haut à gauche, là, avec la ligne en bas, c'est la Farled, avec l'effort fait par habitant. On se rend compte que voilà, la Farled, pour la même strate de population, est en dessous de ce que dépensent les autres communes par habitant. Donc pour les communes de 3 500 à 10 000 habitants, vous voyez, on est une centaine d'euros au-dessus. Et pour les communes de la strate que nous allons bientôt rejoindre, c'est-à-dire les 10 000, 30 000, là nous sommes carrément 350 € en dessous par habitant. Donc ça ne veut pas dire qu'on fait plus économique que les autres, ça peut aussi vouloir dire que notre niveau de service est peut-être un petit peu plus bas que ce qu'attend la population et ce que fait la moyenne des autres communes. Notre personnel coûte à peu près la même chose que ce qui se fait ailleurs, c'est assez codifié. Donc ça nous a questionné et nous allons en débattre d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs possibilités d'améliorer ces services dans le domaine de la sécurité, dans le domaine notamment de la prise en charge des demandes de la population concernant les problèmes de voirie. On pensait notamment au Halo Mairie. La propreté de la voirie elle-même, qui peut parfois nous interroger, peut-être aussi dans des quartiers plus excentrés comme les hameaux, et l'animation de la compétence environnement qui doit monter en charge, et on le sait, c'est une demande là aussi de la population, et les projets ne manquent pas. Donc on peut clairement se questionner sur le niveau de service que l'on doit rendre dans les années à venir, et sur sans doute, sur les efforts que nous devrons faire sur le chapitre 12, pour rehausser ce niveau de service.
J'ajouterais aussi qu'il y a deux éléments qui sont redondants par rapport à cette remarque. On va changer de nomenclature en 2023, on était sur la M14, on va passer sur la M57, donc c'est peut-être l'occasion aussi de remettre un peu les compteurs à zéro et de partir des besoins réels et non plus d'un historique qui parfois n'a plus tout à fait le même sens que lorsqu'il a été créé. Et la dernière remarque, c'est que se profile une fusion avec la métropole de plus en plus probable à l'horizon 2024-2025. Et j'ai déjà expliqué que le niveau de service et les dépenses que nous allons consacrer, notamment dans le domaine de la voirie, mais dans toutes les compétences transférées à la métropole, que nous ferons dans les années à venir, qui seront des années références, eh bien, seront figées lors du transfert et de la fusion avec la métropole. Il est donc absolument nécessaire de se questionner sur ce niveau de service que l'on veut. Alors, pas trop peu. Ça aura un coût. Ce qu'on transférera en matière de fonctionnement nous sera impacté sur l'attribution de compensation dont j'ai parlé tout à l'heure. En revanche, nous aurons le service rendu. Donc il ne faut pas transférer trop, parce que sinon on n'utilisera jamais nos crédits en service rendu à la population. Mais si on transfère trop peu, on va se retrouver très vite hors budget chaque année, à plusieurs mois de l'échéance de l'année, et nous allons nous retrouver en rupture tout simplement de service. Donc, ce sont 2 années ou 3 années capitales sur lesquelles il faut absolument se questionner sur ce niveau de service que nous voulons. Si ajouté à cela, cette année, on l'avait pas caché, une année avec un fort absentéisme, qui est un constat assez général dans les collectivités territoriales. Je suis bien placé pour en parler, parce que j'ai déjà assisté à quelques débats d'orientation budgétaire dans les syndicats ou à la communauté de communes. Ces absences, forcément, nuisent également au rendu du service public. On verra mécaniquement qu'il est difficile de remplacer dans l'immédiat les absences, parce que les agents sont pleinement payés par la collectivité au début de leurs absences. Ça devient davantage possible, on va le voir dans le tableau des effectifs que nous proposons pour la suite, lorsque les agents sont ensuite payés soit par leur assurance et que la collectivité ne supporte plus la totalité ni des indemnités, ni de la rémunération principale. Voilà pour les débats sur lesquels nous pouvons partir concernant ces dépenses de fonctionnement. Bien, un slide sur l'évolution des dépenses. Donc on disait que le FPIC, le fonds de péréquation intercommunal, à 275 000 €, allait légèrement remonter. Il y avait une année un petit peu en dessous là qui nous avait fait du bien. Les bases de calcul nous avaient été favorables. On parle de la subvention aux associations, comme je l'ai laissé entrevoir tout à l'heure. Notre volonté, c'est de soutenir ce tissu associatif. Les associations sont un point fort de la commune de La Farlède. Elles participent, elles contribuent à son dynamisme, à son image, et c'est un service rendu à la population aussi, dans le domaine des loisirs, des sports, de la culture, du caritatif. Donc nous allons revenir à des niveaux de subventionnement d'avant-crise. D'ailleurs, Sandrine et Alexis travaillent déjà sur les dossiers de demande. Il faut quand même faire du cas par cas, parce qu'il y a des associations qui ont tout de même été impactées par les 2 premiers mois de neutralisation. Mais notre volonté est un accompagnement pérenne. Donc pas de pénalité SRU, je m'en suis expliqué, donc quasi pas de pénalité. Une disparition de la dette annoncée, je m'en suis expliqué également. Voilà, nous avons en haut à droite la répartition donc par service finalement sur la commune des coûts de fonctionnement. Vous avez en haut à droite, vous avez 3 gros morceaux de 30%, en haut à droite en vert, tout ce qui concerne les enfants, la jeunesse, les écoles, le sport. C'est un gros morceau. En bas, en orange, pour 30% également, tout ce qui concerne le service technique, le bien-être et le cadre de vie. Le 3e gros morceau en haut à gauche, ce sont les fonctions que l'on appelle support, l'administration générale, les finances, la communication, les marchés, les ressources humaines. Voilà. Et puis, 2 petites portions, mais que nous voudrions voir grandir à l'avenir, parce que là aussi ce sont des demandes de la population. La police municipale, qui reflète notre fonctionnement au niveau de la sécurité. On parlera tout à l'heure du déploiement
de la vidéoprotection et de la vidéoverbalisation, et puis l'aspect culturel et festivité, qui lui aussi est une demande importante, voilà, que nous n'abandonnerons pas. On passe à la stratégie en matière de ressources humaines. Donc j'en ai déjà parlé, hein. Je vais en reparler. Donc nous maintenons notre provision pour risque pour permettre les remplacements essentiels, 0,7%. Ça ne permet pas de couvrir une année comme nous avions cette année. Il y a des remplacements qu'on n'a pas effectués, qu'on pourra faire cette année, comme je vous le disais, parce que au niveau du chapitre 12, les dépenses vont baisser pour les agents qui sont éloignés depuis longtemps du service. On les remplacera jusqu'à leur retour, hein, bien sûr. C'est un sous-entendu évident. Je parlais d'une évolution des dépenses qui doit correspondre aux besoins. Mais au-delà de ça, nous avons des mauvaises nouvelles qui s'annoncent concernant le chapitre 12. Là aussi, mécaniquement, on devra faire avec un GVT particulièrement lourd cette année, puisqu'il y a des passages, une année d'accélération du passage d'échelon qui va coûter 60 000 € à lui seul à la collectivité. Le GVT habituel qui coûte toujours à hauteur de 35 000 à 40 000 €. Et nous avons fait le choix d'aller au bout de la volonté politique qui avait été impulsée au tout début du mandat, qui est le levier managérial de l'indemnité variable du CIA, à la Farley dans la particularité d'avoir un régime indemnitaire figé à 100%, ce qui ne permet pas d'encourager de façon supplémentaire les gens qui ont dépassé leurs fonctions ou qui font preuve de vaillance. C'est assez regrettable, hein, puisque ce levier motivationnel il est essentiel, donc il faut le faire apparaître, mais non pas en répartissant la dépense qui était déjà prévue, puisque la part est à 100% fixe, en rajoutant du crédit. Voilà. Donc on va vous proposer aussi, hein, dans le débat, d'instaurer dès cette année une somme pour le CIA, dont les critères ont été discutés et validés en comité technique et qui s'appuieront sur les entretiens d'évaluation. Donc vous avez le tableau des effectifs, alors qui entre 2021 et 2022 ne bouge pas vraiment. Il y avait eu davantage de mouvements entre 2019 et 2020, hein, quand on regarde l'augmentation notamment des contractuels. Cette année, nous avons au total, hein, entre les départs et les arrivées en termes de titulaires, nous augmentons de 3 le nombre de titulaires, mais nous diminuons de 2 le nombre de contractuels. D'ailleurs, il y en a 3 d'entre eux qui deviennent titulaires. Et nous avons, chez les contractuels, du coup, une baisse qui correspond quasiment au nombre de titulaires en plus, c'est-à-dire 2,8 temps plein. Voilà. Sachant qu'il faut aussi faire cette année, là aussi, avec des normes qui se durcissent, notamment les quotas d'encadrement dans le service jeunesse. Là, on était 1 pour 12, on va passer à 1 pour 8, hein, notamment. Donc ça fait des recrutements supplémentaires de saisonniers ou de contractuels. On va remplacer des absents, là c'est volontaire. Comme je vous le disais, financièrement, on aura ce levier qui va apparaître. Et il est hors de question d'amoindrir encore notamment notre service technique, hein, qui a souffert des absences, mais aussi la police municipale. On a aussi le service festivité qui a été marqué. On a fait quelques glissements interservices, hein, en 2021 pour pallier ces absences, souvent des agents qui ont remplacé le travail de 2 absents. Et puis nous remplaçons les quelques départs à la retraite, pas tous, hein, nous verrons que voilà, nous avons un départ en ressources humaines, départ à la retraite aux ressources humaines, un départ du vaguemestre. Et puis nous avons un départ qui a été entériné au 1er janvier à l'état civil et qui est déjà effectif depuis assez longtemps. Voilà. Mais qui, budgétairement, ne se ressent qu'au 1er janvier. Donc je parlais des volontés que nous avions affichées dans notre programme, mais aussi de ce que nous ressentons, hein, puisqu'un programme, lorsqu'il est réfléchi à l'instant T, sur les 6 ans, il peut aussi s'accommoder des évolutions sociétales et des doléances de la population.
On avait déjà inscrit dans notre programme notre volonté d'appuyer sur la sécurité, donc on va proposer effectivement un poste supplémentaire d'ASVP à la sécurité. On avait insisté aussi sur l'environnement. Ça ne va pas donner lieu à un recrutement directement cette année, mais on verra que ça donnera lieu tout de même à de nombreux projets et des investissements sur le mandat. On a la volonté de mettre en place un Allo Mairie pour la deuxième partie de l'année, pour répondre de façon plus dynamique à la population. Ça va demander une restructuration, notamment de notre service technique, avec un remplacement et notamment recrutement d'un adjoint au centre technique municipal. Nous avons mené ce recrutement, et ça y est, nous avons trouvé bonheur. Nous avons également une secrétaire qui va arriver et nous remplacerons 2 agents absents. Donc le CTM va être mieux armé pour affronter à la fois le quotidien habituel, mais aussi l'augmentation du niveau de service qu'on veut mener. Et dans ce CTM, on va aussi être plus exigeant sur la propreté de la voirie. C'est une demande aussi de la population. On n'a plus de balayeuses depuis des années. Là aussi, à un moment donné, il faut acter les choses. On verra si la meilleure façon d'y parvenir, c'est d'en acheter une ou d'en louer une. En tout cas, nous consacrerons une partie de nos ressources humaines aussi là-dessus. Nous travaillons avec un prestataire pour la propreté également, qui est une association sénoise, l'ASPI. On va renégocier le contrat pour qu'ils gèrent différemment leur itinéraire de nettoyage, mais aussi pour qu'ils s'occupent de la motocrotte que nous avons prévu d'acheter. Voilà, parce que là aussi, la motocrotte, ça permet de mettre fin à de nombreux débats de haut niveau, hein, et j'en serai le plus heureux. Voilà pour la partie personnelle. On passe aux investissements. Donc les investissements qui ont été réalisés sur 2021, puis ceux qu'on projette, on verra après sur 2022. Donc 2021 est une année où il y a eu quelques retards administratifs. Il y a eu aussi, on avait prévu volontairement, on avait budgétisé des projets dont on savait qu'ils avaient peu de chances de démarrer en 2021, qui avaient tout de même une chance, notamment le parking des Monniers, le démarrage de la centralité. Bon, il s'est avéré que sur ces 2 projets-là, on a mis un peu plus de temps que le minimum espéré, mais on s'est tout de même, finalement, on s'en est tout de même bien tiré, parce que au Monnier, ça y est, nous avons signé définitivement l'acquisition du terrain qui va nous permettre de faire ce parking pour le hameau des Monniers. Les dernières signatures de propriétaires ont eu lieu cette semaine, et puis les fouilles ont pris quelques semaines de retard. Je dirais que c'est pas très grave dans l'absolu, parce que ça a permis de faire des rencontres et des conférences très intéressantes sur site, avec la continuité de la propriété oléicole qui avait été trouvée dans les années 2012-2013 et qui a mis en exergue les activités sur la Farlède durant la période gallo-romaine du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ. Alors il y avait le bâtiment des ouvriers qui avait été mis à jour à ce moment-là, alors plus exactement des esclaves, hein, puisque il y a 2000 ans on était encore très largement et pour encore longtemps dans l'esclavage. Et puis là on a découvert la propriété finalement des patrons qui était aussi grande que celle des dizaines d'ouvriers qui occupaient le bâtiment d'en face. Donc il y avait une activité oléicole. C'est assez touchant de constater que presque 2000 ans plus tard, on est toujours en activité dans ce domaine, au niveau professionnel comme au niveau amateur, avec de nombreuses oliveraies et encore 2 moulins en activité, plus notre moulin inactif, mais qu'on va essayer de remettre non pas en état de marche, mais en valorisation patrimoniale. Il y avait également de la viticulture, là aussi on est carrément entouré par les vignobles. Sur la Farlède, on a une partie du domaine de la Cassie notamment. Donc il y a quand même dans l'histoire de la Farlède une continuité, et c'était assez émouvant comme conférence, c'était très intéressant. On aura une documentation complète sur ce qui a été trouvé, avec la localisation, avec le reportage intégral. Ça c'était une demande de M. Notelfer qui a demandé à ce que tout soit bien répertorié pour que les gens puissent accéder en détail à
l'ensemble des fouilles et des conclusions sur la vie de l'époque. Monsieur Jean Solin s'était inquiété aussi de ce qu'on pouvait récupérer éventuellement avant qu'on recouvre. On en a fait la demande, mais voilà, très honnêtement, Archéo du Nôme, la réponse qui a été faite ne nous laisse pas entrevoir de gros espoirs. Ils ont quand même fait des prélèvements eux-mêmes, ils ont gardé l'essentiel. Donc pour l'instant, on n'a pas eu gain de cause à ce niveau-là. Donc c'était pour expliquer une partie des sommes qui n'avaient pas été réellement dépensées en 2021, mais qui vont passer soit dans les restes à réaliser, soit dans le résultat des sommes non engagées. Dans ce qui a été réalisé, donc, eh bien une partie de ces fouilles a été payée en 2021, une autre partie est en reste à réaliser. Le camembert le plus gros, là, celui qui borde le bas du cercle, ce sont les dépenses faites pour la nouvelle école, donc l'achat du terrain Le Floc, mais aussi la construction de la classe de Marie Curie, et puis les premières études, notamment de performance du groupe scolaire, du futur groupe scolaire. Voilà, vous avez ensuite des sommes plus résiduelles. La gestion des risques, par exemple, c'est le camembert orange, là. Donc là, c'est la connexion de pluvial entre la rue de la République et la rue Corporandi. Le 5 en bleu, ce sont les voiries partagées, quelques plantations d'arbres et la coulée verte, la continuité de la coulée verte. Le numéro en haut, là, tout en haut, le plus petit en orange clair, c'est le chemin des Guioles au Fournier et la Guibode. Vous savez qu'on a refait le petit chemin qui était endommagé entre les Fourniers et le chemin des Bleuets. Voilà, et les dépenses de voirie et de réseau de la Guibode, vous avez tous eu les inconvénients de la circulation alternée. Dans les restes à réaliser, nous avons, comme chaque année, des extensions Enedis. Nous avons une partie des fouilles de la centralité, la partie qui n'a pas encore été payée, mais qui a été réalisée. Nous avons l'achat du terrain des Monniers, puisque ça y est, on l'a signé, on va pouvoir le payer, ainsi que la somme que nous avions mise pour la réalisation de l'impasse des Myrtes, qui relie la rue de la Gare et la rue des Mûriers, le chemin des Mûriers, au niveau du hameau des Monniers. Donc il va être fait cette année, logiquement vers le mois de septembre, d'après le calendrier qu'on avait vu avec le service technique. La vidéoprotection, qui elle aussi est en train d'être mise en place au niveau de la fibre. C'est vrai que ça a pris un peu de retard, parce que là aussi, entre les matériaux qui n'étaient pas disponibles et les entreprises, nous avons pris un peu de retard, mais sur la vidéoprotection, globalement, ça avance. On verra que 2022 sera une année importante. La Guibode, il y a aussi encore de gros restes à réaliser, puisque même si l'essentiel a été fait sur les voiries, ça n'a pas encore été payé, mais ça va être le cas. Le bec de canard, c'est une somme de 150 000 € que nous allons aussi payer au département pour la participation à la modulation du rond-point du bec de canard qui vient d'être faite, sur laquelle M. Berthier a été très vigilant. Et oui, nous payons des participations. Et oui. Donc la Guibode, c'était 770 000 €, je n'ai pas dit. Et enfin, tous les serveurs, là aussi, ça a pris un peu de retard, ça va être fait cette année pour 120 000 €. Voilà pour les trois parties de nos investissements. Donc ce qui a été fait, ce qui a été engagé, la plupart du temps fait, mais pas encore payé, et ce qui n'a pas été fait et qui va être fait dans les prochains mois. Les investissements, on peut aussi donner des pistes sur plusieurs axes. Vous voyez les 4 axes du bas du tableau concernant l'entretien du patrimoine, concernant le cadre de vie, la mise à niveau des équipements de la commune et les grands projets structurants. Donc on a beaucoup de pistes pour 2022, on essaiera d'en faire la plus grande partie, donc je vous les soumets. Nous avons ce qui a été prévu, puis nous avons aussi des opportunités qui apparaissent. On a vu la dernière fois que nous avons acheté le terrain de la Tuilerie parce que ça ne correspondait pas à notre vision de l'aménagement de la commune. Donc c'était une opportunité certes, mais c'était une dépense aussi.
Il y en a une autre, j'appelle ça une opportunité, c'est pas le terme bien choisi, hein, c'est juste que il va falloir décider, notamment pour la propriété aiguë, de ce que nous faisons, hein, soit nous préemptons, soit nous laissons l'achat se faire au niveau du privé. J'en dis un mot parce que cette propriété aiguë, c'est quand même un symbole du village. Alors il y a le château, qui n'est pas la partie la plus qualitative, contrairement à ce que son nom indique, qui est une partie occupée par énormément de locataires ou de propriétaires, et qui est vraiment accolée à la rue Victor Hugo. Et puis vous avez la maison dans laquelle vivait Madame Aiguier, et un grand terrain autour, hein, qui nous permettrait, si on en faisait l'acquisition, d'améliorer encore le projet de centralité avec des espaces verts, des places de stationnement, du piétonnement. Là encore, on va vous le soumettre parce que c'est un projet qui semble presque inévitable, si ce n'est le prix qu'il coûte, hein, c'est-à-dire environ, j'imagine, 1 million d'euros d'estimation, plus l'aménagement qu'il faudra en faire. Et comme on n'a pas l'intention de le bétonner outre mesure, les recettes seront limitées. Il est évident que si on l'achetait pour faire de l'immobilier, on se ferait moins de soucis. Mais comme on a la volonté d'apaiser le centre-ville, de faire du stationnement et peut-être de faire du logement qualitatif en remplacement de la maison, voilà, on ne sera pas gagnant sur l'opération financièrement, loin de là. Mais il me semble qu'à cet endroit-là de la Farlède, la commune doit faire l'effort, encore un effort supplémentaire, hein, d'investir pour son cadre de vie. Donc je disais en 2022, les Monniers avec plusieurs chantiers, le parking derrière le hameau, mais aussi le chemin des Myrtes, ça ne sera plus une impasse du coup, ce sera un chemin. Le parking du Laetitia, on a dit un mot lors du dernier conseil municipal, qui a un double intérêt, c'est d'augmenter triple intérêt même, augmenter le nombre de places de stationnement de 30, hein, pas 2 ou 3 comme il était marqué sur le journal, mais 30 places de plus au parking du Laetitia. On fait aussi un maillage supplémentaire avec un raccord avec la résidence de la Tuilerie. Ça permettra d'améliorer la circulation en centre-ville. Et puis on va faire davantage de plantations d'arbres, d'espaces verts, faire quelque chose de plus, là encore, de plus qualitatif au niveau du cadre de vie. Jean Écart, qui était une des opérations reportées. Jean Écart doit faire l'objet de travaux importants d'isolation. Hein, c'est une école, c'est une passoire thermique, donc il faut s'en préoccuper. L'enjeu devient capital. Vous comprenez qu'avec l'augmentation du coût de l'énergie, l'isolation devient encore plus vitale. C'est vrai que c'est cher. On va quand même rechercher des subventions. On a déposé à temps le dossier. J'en remercie la cellule subvention qui travaille toute l'année pour aller chercher ces investissements. Mais c'est essentiel. On va devoir aussi faire des efforts sur notre consommation d'énergie. Hein. Je parle de l'éclairage public. Peut-être qu'il va falloir réfléchir à faire quelques extinctions la nuit sur des secteurs qui ne nécessitent pas d'être allumés. Alors, forcément, le centre-ville, non, mais il y a peut-être des endroits où on pourra éteindre. Je ferai passer une note aussi en demandant et en l'appliquant moi-même, en essayant d'être le plus vertueux moi-même à l'ensemble du personnel pour être le plus vigilant possible hein, sur la consommation sur le lieu de travail, que ce soit avec l'usage parfois de chauffage supplémentaire dans les bureaux qui ne s'impose pas toujours, les moniteurs pas éteints, les lumières, les volets qui ne sont pas baissés, etc., etc. Donc il va falloir qu'on fasse attention encore plus que d'habitude parce que nous allons être impactés par une augmentation de 50% du coût de l'électricité et encore davantage sur le gaz. Et c'est peut-être pas fini pour le gaz, on l'a dit en introduction. Donc l'isolation aura encore plus de sens, hein, Robert. Voilà. Et puis c'est aussi un avantage de confort. La demande vient en raison du confort, hein, c'est-à-dire voilà, 31% d'amélioration de l'isolation, donc de baisse de consommation. La demande vient parce qu'il fait très chaud au mois de mai, au mois de juin, et très froid l'hiver malgré le chauffage. Mais en réalité, ça coûte très cher, évidemment. Dans les investissements, on proposera aussi la réalisation de la coulée verte, c'est-à-dire le tronçon qui va border la Guibaude et la résidence des Serves jusqu'au bout du chemin de la Font des Fabres. La plantation d'arbres, j'ai vu tout à l'heure le président, on va devoir conventionner avec la CCVG, on n'est plus les exploitants du complexe sportif ni du bassin de rétention, donc on va planter des arbres, on ne sera pas tout à fait chez nous, mais on le fera quand même, on aura leur accord.
Sur le complexe sportif, on envisage, là aussi ça pourrait être dans le débat, d'installer un pump track. Un pump track, c'est une installation pour les jeunes hein, de vélo, de bicross, qui leur permet de faire quelques figures de style avec des bosses. On voit ça quand vous prenez l'autoroute, vous longez sur les ponts, vous voyez cette installation à côté de l'ancienne caserne des pompiers. Là. Ça a pas mal de succès, donc c'est un service de plus à la jeunesse. On parle aussi de vidéoprotection, on va encore budgétiser une somme importante. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on disait qu'on faisait des recherches actives de subvention, c'est que la CCVG va nous suivre à hauteur de 100 000 euros par an, tant que nous serons à la CCVG, à hauteur de 50% de nos investissements concernant la vidéoprotection. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Magali a parlé de la chapelle tout à l'heure. Ça fera aussi partie des petits chantiers de rénovation que l'on envisage. On va poursuivre les études et le paiement des architectes pour le groupe scolaire. Ça, c'est une évidence aussi, même si le gros des travaux ne démarrera qu'en 2023. On va poursuivre notre réflexion sur le secteur de la salle des fêtes. La salle des fêtes, c'est vrai qu'elle commence un peu à tirer la langue, mais bon, elle n'est pas jugée dangereuse. Elle devient vieillissante. Elle est aussi une passoire thermique. Elle a une toiture dans un état assez moyen. Elle devient petite lorsqu'il n'y a pas le Covid. C'est vrai qu'on a eu 2 ans finalement à ce niveau-là de calme hein, qui nous ont fait oublier un peu à quel point la salle des fêtes était sollicitée et un peu sous-dimensionnée. Le retour à la vie normale nous rappellera très vite que cette salle des fêtes doit faire l'objet soit d'un agrandissement, soit d'un remplacement. Donc on réfléchira sur l'ensemble du secteur sous la mairie. Ça fera partie aussi des investissements dans les années à venir. Et puis on avait aussi inscrit le moulin. On va là aussi rechercher des investisseurs pour nous aider à payer, parce qu'on ne peut pas tout acheter, tout faire nous-mêmes, hein, comprenez. Voilà, ce moulin devra à la fois se voir rénové parce qu'il est un enjeu patrimonial. Il devra, parce qu'il est en centre-ville, faire l'objet d'une activité éthique. Il y en a plusieurs pistes, hein, plusieurs propositions, mais voilà, ce qu'il faut, c'est à la fois trouver les finances et l'activité idoine pour le préserver et en faire visuellement un complément idéal à cette belle place de la Capelle. Voilà pour les pistes concernant les investissements 2022. Il peut apparaître d'autres opportunités. Hein, la Tuilerie, en 2021, ça ne pouvait pas être au programme puisqu'on ne savait pas que ça se vendrait, la propriété Faury. Il peut apparaître d'autres choses. Donc voilà, dans le débat, on peut aussi parler des choix que nous devrons faire dans ces différents investissements, parce qu'il sera peut-être compliqué de tout faire, en tout cas de tout faire tout de suite. Sur le dernier slide, on parle de nos moyens de financement. Un rappel, donc une capacité d'autofinancement qui reste importante, un peu plus de 3 200 000 euros cette année, même si c'est une année particulière, puisqu'on n'a pas encore emprunté. Donc c'est le reflet d'une situation qui met en exergue le fait que nous ayons plus de recettes que de dépenses. Alors, je ne vais pas nous jeter des fleurs en disant que c'est une bonne gestion. On a vu tout à l'heure le détail, il y a des choses qui nous échappent en bien ou en mal de par le contexte. On avait volontairement activé le levier de l'impôt, donc on n'y est pas pour rien non plus s'il y a une augmentation de cette CAF. J'avais dit l'an dernier, pour ceux qui s'en rappellent, de toute façon tout est sur vidéo, que cette augmentation de l'impôt, nous la faisions dès l'an dernier pour 2 raisons. La première, c'était pour prévoir à terme l'augmentation du fonctionnement avec le nombre d'emplois qu'il faudrait, notamment pour couvrir les besoins du groupe scolaire, de la police municipale, mais aussi pour pouvoir provisionner davantage et plus tôt pour emprunter le moins possible à terme. Donc voilà pourquoi on avait augmenté les impôts l'an dernier. On a la mauvaise surprise, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir des factures imprévues, hein, notamment la hausse du coût de l'énergie qui va peut-être représenter 150 000 euros par an supplémentaires pour notre commune. Ce n'est pas rien, donc ça mangera une partie de notre différentiel de fonctionnement. Je vous ai parlé tout à l'heure du GVT qui est plus gros que les années précédentes. Donc voilà, ces mesures-là que nous ne maîtrisons pas vont nous affecter dans les années à venir, y compris
la participation de la commune fiscalement à cette fameuse caisse commune au niveau du FPIC qui, elle aussi, sera défavorable. On a la possibilité, mais jamais la certitude, d'aller chercher des subventions. Donc en tout cas, on a affiché notre volonté, et on le fait réellement, de rechercher, d'instruire, de suivre, de relancer jusqu'au paiement définitif ces subventions, qui étaient un vrai point d'amélioration possible dans nos finances. Ça prend du temps aussi, mais c'est essentiel si on veut maintenir nos capacités à investir. Et puis, on a le levier de l'emprunt, on ne s'en cache pas, les emprunts disparaissent. Donc, on aura la possibilité, et notamment pour payer le groupe scolaire, vous savez que le groupe scolaire, c'est 11 millions, un peu plus de 11 millions d'euros en tout, même si on a déjà payé une partie de ces sommes-là. On sait qu'il y a 17 millions d'euros pour nos grands projets, si on y rajoute la fin du projet de centralité et l'agrandissement de la salle des fêtes. Le montant de l'emprunt aussi, je vous le soumets, parce que plus nous empruntons et plus nous aurons de capacité à saisir des opportunités, à réaliser l'intégralité de notre programme, mais plus évidemment nous nous affaiblirons au niveau de notre capacité d'autofinancement, puisqu'on va voir apparaître les annuités dans nos dépenses. Et puis nous supprimerons une bulle d'air potentielle. Si on emprunte un petit peu moins, on aura la possibilité d'emprunter une nouvelle fois. Donc faut-il le faire plus gros en une seule fois? À quel moment faut-il le faire aussi? Parce que les travaux des principaux des écoles ne démarreront pas avant 2023, mais on sait que les taux sont susceptibles de bouger, avec l'inflation qui repart à la hausse. Il faut rester vigilant, peut-être qu'il faudra anticiper si on voit que les choses bougent, un déclenchement de l'emprunt légèrement anticipé pour profiter d'un taux d'intérêt plus bas et donc avoir là également des dépenses de fonctionnement plus modestes. Voilà, j'en ai fini avec ce rapport d'orientation budgétaire. Je vous laisse la parole et puis nous répondrons autant que nous pourrons. Monsieur Jean Solin. Bon, je ne sais pas si on m'entend correctement avec le masque. Bon, j'ai regardé le ROB en détail. Je pense qu'il faut que nous soyons attentifs au fait que la construction de l'école, qui est une nécessité, dont on connaît aujourd'hui le montant des investissements, va entraîner aussi une augmentation des coûts de fonctionnement qui est à peu près connue aujourd'hui. Je pense qu'elle est de l'ordre de 300 à 400 000 euros. Et cet investissement et cette pression sur l'investissement que la commune a réalisé entraîne la nécessité de faire un emprunt. Et l'augmentation combinée du fonctionnement liée à l'emprunt est liée à l'augmentation du fonctionnement en personnel et en charge générale pour l'école, entraîne une pression forte, une diminution forte du virement à la section d'investissement et donc une pression forte sur la capacité d'autofinancement de la commune. Et on sait que ce seuil ne doit pas être trop bas si on veut préserver les marges de la manœuvre de la commune en matière d'investissement. Alors ceci étant dit, je sais que la réglementation ne nous oblige pas dans cet exercice d'orientation budgétaire à regarder les choses à cet horizon, qui est un horizon d'à peu près 2 ans. On est en 2024, là, lorsque j'évoque ce sujet. Néanmoins, lorsqu'on regarde la façon dont... si on regarde ce que dit aujourd'hui le document de ROB, on voit quand même que au niveau du fonctionnement, on a une augmentation entre 2019 et 2022 en équivalent ETP de 3,57 personnes.
Et donc, on sait que lorsqu'on augmente les effectifs, lorsqu'on augmente les effectifs, on crée une pression sur le fonctionnement qui ensuite est difficilement réductible parce qu'il est toujours extrêmement difficile de réduire le personnel. Alors, lorsqu'on regarde dans l'Europe l'évolution du fonctionnement, l'évolution des ressources et l'évolution des dépenses entre 2019 et 2022, et lorsqu'on le corrige à la fois du stade qui a été transféré à la CCVG et des ressources exceptionnelles, essentiellement la vente de foncier, on voit que les ressources sur la même période augmentent de façon satisfaisante de 11,61%. Et dans la même période, les dépenses évoluent entre 2019 et 2022 de 5,92%. Donc on a un écart entre les ressources et les dépenses qui est positif et qui correspond en fait, grosso modo, à l'augmentation des impôts qui a été votée l'année dernière. Et donc c'est l'affectation de cette augmentation des impôts qu'on peut questionner. Et je comprends la politique qui consiste, enfin j'entends la politique qui consiste à faire face aux besoins et donc on augmente les effectifs. Mais ça veut dire que vraisemblablement l'augmentation des impôts qui a été votée l'année dernière va surtout essentiellement financer l'augmentation du fonctionnement des écoles. Et donc la question que je pose, c'est ne va-t-on pas vers une nouvelle augmentation des impôts en 2024 pour préserver, et si on veut préserver, la capacité d'autofinancement de la commune, c'est-à-dire l'avirement à la section d'investissement. Voilà ma question. Donc votre question, est-ce qu'on va augmenter encore les impôts? Alors, il y a plusieurs éléments pour vous répondre. Effectivement, nous les avons augmentés l'an dernier. Je le redis pour deux raisons. Anticiper une hausse du fonctionnement, mais aussi provisionner davantage pour nos investissements. J'ai exposé, je ne vais pas revenir là-dessus, toutes les contraintes qui nous tombent sur le dos, soit la hausse du prix de l'énergie, toutes les contraintes dans le chapitre des ressources humaines, qui nous coûtent cher et qui absorbent une partie de ces recettes de fonctionnement. Que peut-on y faire ? Que peut-on y faire si ce n'est essayer d'avoir une attitude plus vertueuse, notamment pour l'énergie? Concernant le nombre de personnels auxquels vous semblez être très attachés, nous sommes arrivés à la Farled à un taux historiquement bas, de 1% finalement, lorsqu'on sort les saisonniers de taux de personnel. C'est à peu près 50 à 60% de moins que ce qui se fait ailleurs. Pour autant, on ne paye pas 50%, 60% de moins dans notre chapitre 12, parce qu'il y a une rémunération qui, à la Farled, semble plus consistante que dans les communes auxquelles je faisais allusion. Donc comment peut-on réduire davantage? Donc soit on tape dans le régime indemnitaire des fonctionnaires, ce qui est évidemment hors de question, soit on diminue la qualité des services. Voilà, donc ça veut dire qu'on ne fait pas de Allo Mairie, on ne recrute pas de policiers municipaux, on ferme le service associatif, on met un site internet, on ferme la cantine, on prend un prestataire extérieur. On peut faire beaucoup de choses pour réduire le chapitre 12, mais on va se retrouver mécaniquement avec une augmentation du chapitre 11, parce qu'on va prendre évidemment des prestataires extérieurs. Donc globalement, le débat est le suivant. Qu'est-ce qu'on veut pour nos administrés? Quelle qualité de service veut-on? Et c'est dans le débat, c'est à vous aussi de me répondre, parce que vous posez la question, mais vous pouvez aussi y répondre. Est-ce que vous voulez qu'on se limite à un minimum qui ne fera que se dégrader si on continue à serrer la ceinture de ce chapitre 12? Ou est-ce qu'on part des besoins réels de la population, d'une ville qui grandit, d'une ville qui monte en gamme? Ça a été une démarche volontaire, notamment le florissement de la ville, l'embellissement. Ça coûte de l'argent parce que ça a nécessité de recruter du personnel, ça coûte en fonctionnement. Ça a été un choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revient sur nos pas? Est-ce qu'on réduit notre prestation? Ou est-ce qu'au contraire, on essaye d'être le plus vertueux possible? On n'a pas forcément vocation à faire chaque année
un autofinancement colossal. Il y a des communes voisines qui ont un autofinancement négatif. Bon, ça a été le cas à la Crau l'année dernière. La Crau, dont le maire est très actif, a lui aussi largement embelli sa ville, qui a une pénalité supplémentaire par rapport à nous, mais qui n'a pas que ça, hein, qui a aussi des autres contraintes auxquelles je faisais allusion, s'est retrouvé avec des dépenses qui étaient supérieures aux recettes. Donc nous, il n'avait pas la problématique de voir sa CAF baisser, sa CAF a disparu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que nous avons augmenté de 2,8 points, c'est-à-dire 7,5%, il a augmenté de 25% les impôts. Ben, je peux vous dire que ça ne sera pas suffisant. Voilà. Hier soir, je regardais le conseil municipal de Carqueiranne. L'année dernière, Carqueiranne a augmenté les impôts de 30%. Eh bien, ça ne suffira pas. L'année prochaine, dès cette année, ils augmentent à nouveau de 7%. Pas l'année prochaine, cette année. Bon, nous n'augmentons pas cette année, parce que pour l'instant, nous n'avons pas à payer nos gros investissements. Mais si le contexte continue effectivement à se resserrer avec les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, que nos recettes et nos dépenses ont un delta qui se réduit, il est évident qu'on aura ce choix-là entre réduire les services ou, à terme, à un moment donné, encore augmenter les impôts, parce qu'il y a aussi un élément qui doit bien être à l'esprit de chacun, c'est que la Farled, avec ses 35,99% de taux d'impôt foncier, est en moyenne à 10 à 12 points, c'est-à-dire à 30% en dessous de la fiscalité des communes voisines et des communes du département de la même strate, et encore plus en dessous des communes de la strate supérieure. Donc on ne peut pas être des magiciens non plus. Augmenter les impôts, ça n'est pas un plaisir pour un maire, et ça n'est pas du tout ce qu'il faut faire pour gagner des élections. Hein, ça, je vous rassure, c'est pas quelque chose qui va me gratifier. Si je le fais, ça sera pour préserver cet autofinancement. Donc pour l'instant, on n'a pas lieu de s'inquiéter. Si un jour il faut le faire, on le fera. Parce que moi, le choix que j'ai envie d'impulser, c'est le choix de la qualité. Maintenant, si vous me dites que il faut faire le choix de l'austérité, de réduire nos services, de les dégrader, bah écoutez, ça peut être une position qui peut-être sera reprise. Moi, personnellement, ça ne sera pas mon choix. Par contre, la position qui consiste à dire on fait toujours mieux avec moins, ça n'existe pas, c'est une utopie. Hein. Donc voilà, il faut faire le choix en fait de décider ce que nous voulons pour notre commune. Et c'est pareil pour les investissements. On n'est pas obligé de les faire, ces prises d'opportunités foncières. On aurait pu se dispenser d'acheter la rue de la Tuilerie, et du coup que ça va engendrer aussi en aménagement. À la place, on aurait eu effectivement 12-13 appartements qui auraient dégradé le cadre de vie. Hein, en ce qui me concerne, tant qu'on a un levier en termes d'écart d'impôt avec les autres communes, par rapport à ce qui est acceptable évidemment, on ne va pas se comparer aux communes les plus fiscalement frappées, tant qu'il y a des leviers à utiliser pour maintenir ou développer une qualité de service et aller chercher les investissements les plus malins, il faudra le faire, c'est mon point de vue. On est dans le cadre d'un débat, on peut faire des choix inverses, hein, je l'entends. Le jour, effectivement, il n'y aura plus de levier, bon, ben là, on n'aura même plus le choix. Hein, c'est-à-dire que là, on ne pourra pas aller plus haut ni en termes de fiscalité, ni en termes d'investissement, on ne pourra plus. Pour l'instant, on peut encore, et on a ces leviers-là. Est-ce qu'on les active ou pas? Cette année, on ne l'activera pas, l'impôt. Est-ce que l'année prochaine, on l'activera pour la raison que je viens de vous dire? S'il continue à nous tomber des hausses de dépenses de fonctionnement auxquelles on n'est pas préparé. J'ai envie de vous dire que j'espère que les choses vont se calmer, notamment en termes d'inflation. Mais en ce qui concerne le personnel, je pense qu'on est arrivé à un point bas qui serait dangereux de franchir, et qu'au contraire, il est temps à la fois de remplacer des absents, à la fois d'ouvrir certains secteurs. On l'a vu avec l'environnement, on va développer la sécurité, on va remplacer au CTM alors qu'on était très affaibli. Voilà. Pour moi, le débat, il est dans le choix de la qualité ou de l'austérité. Je préfère... Nous avons encore des leviers, je préfère faire le choix de la qualité. Peut-être que dans 5 ou 6 ans, si le contexte continue à se dégrader, effectivement, il faudra faire un tout autre choix, un choix auquel certaines communes sont déjà confrontées aujourd'hui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Je vous entends parfaitement.
Encore une fois, il est difficile de regarder les choses en détail puisque le ROB ne le fait pas. Mais là, je pense que si on raisonne par les besoins comme vous le faites, ce qui a un sens, et si on veut en même temps préserver une certaine capacité d'autofinancement, il va falloir augmenter les impôts en 2024. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Et si c'est nécessaire, moi, je n'aurais pas honte de le faire. Voilà. Et nous serons toujours, je vous rassure, M. Jean Solin, je vais même vous dire quelque chose. On va conserver notre écart avec les autres communes parce que les autres communes vont également les réaugmenter. Voilà. On n'est pas des magiciens. Mais s'il faut le faire, nous le ferons. Ce n'est pas par gaieté de cœur. Je vous rappelle que la taxe d'habitation est gelée, que le contribuable a gagné pour l'instant, avec la disparition soit définitive pour certains et immédiate, soit progressive pour d'autres, a gagné du pouvoir d'achat sur la fiscalité comparé aux hausses de fiscalité du foncier qu'on a proposées. Donc, pour l'instant, celui qui est le plus en difficulté, celle qui est plutôt en difficulté, c'est la collectivité. Voilà, parce qu'elle a ce gel de taxe d'habitation. Monsieur Jean Solin, je peux me permettre 2 petites secondes, s'il vous plaît. J'ai entendu en fait que vous disiez, bon, vous êtes intéressé au ROB, donc c'est très bien, qu'il vous manquait un petit peu de précision. Malheureusement, je tiens à déplorer quand même que Monsieur le maire, depuis sa nouvelle élection, a mis en place des réunions des commissions des finances assez régulières. Dieu sait s'il est pris par d'autres réunions. Et je ne peux que constater votre absence non excusée. Et là, on voit les trucs en détail, donc ça serait bien que la prochaine fois, si vous pouviez venir, ça serait très bien. Je n'ai pas dit qu'il manquait de détails dans le ROB. Il n'en manque pas du tout, c'est même assez précis. Je dis simplement que l'exercice de prospective n'est pas dans le ROB et pas non plus dans la réglementation. Donc, il n'est pas obligatoire de faire de la prospective par rapport à la réglementation. Quant à mon absence à la commission des finances, elle est exacte. Je n'ai pas été à la commission des finances cette année pour des raisons personnelles. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir une bonne compréhension de ce qui se passe. Écoutez, on a l'occasion de la réunir bientôt d'ailleurs avec la commission des finances qui précédera le budget. On aura l'occasion de débattre de façon bien plus précise encore des chiffres définitifs des comptes administratifs, mais aussi des sommes allouées sur les budgets de fonctionnement et d'investissement de la commune. Le budget sera voté donc avant le 15 avril, c'est la date réglementaire, quoi qu'il arrive avant les 2 mois qui suivent le ROB, probablement donc dans la première dizaine du mois d'avril. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres débats sur lesquels vous voudriez vous lancer ? Bien écoutez, si ce n'est pas le cas, le conseil municipal prend acte de la tenue de ce débat à l'issue de la présentation du rapport d'orientation budgétaire et je vous en remercie. Nous allons passer à la délibération suivante. Qui concerne la vidéo-verbalisation. Je vais quand même boire un verre d'eau si vous le permettez. Merci. Bien. Alors, cette délibération numéro 5 va être l'occasion pour moi de vous parler du plan global de vidéoprotection qui a été validé par le préfet au mois de décembre dernier, présenté par Franck Giraudot, notre chef de la police municipale. Je remercie pour leur travail Marc Cardinali, notre délégué à la vidéosurveillance, ainsi que Pierre-Henri, mon adjoint à la sécurité, et Franck Giraudot, pour ce travail pour l'instant dans l'ombre, à la phase aveugle, qui consiste à faire valider par la préfecture des périmètres. Nous étions dans l'illégalité avec un seul périmètre jusqu'à présent. Ces périmètres ont vocation à voir un nombre de caméras dans chacun d'entre eux se développer, et nous pourrons déplacer ces caméras à l'intérieur de chaque périmètre sans faire d'avenant à notre convention préfectorale. Il y a 4 périmètres, je vous l'ai dit, qui seront développés. Un périmètre centre-ville, que vous voyez en violet. Un périmètre sur la zone d'activité, que vous voyez en rouge en bas à droite. Un périmètre qui concerne toute la partie sud-ouest de la ville, la partie Pierre Blanche, Partégale, etc.
Et puis un petit périmètre au niveau du hameau des Bonniers, qui a été un peu l'oublié de nos quartiers ces dernières années. On met un point d'honneur à ce que ce ne soit plus le cas à l'avenir. Alors ce que nous allons voter ce soir, ce n'est pas ce plan de vidéoprotection, qui lui n'a pas besoin d'être voté, c'est la partie vidéo-verbalisation que nous allons instaurer au moyen de 5 caméras en centre-ville. Donc la vidéo-verbalisation, c'est quelque chose qui ne va pas remplacer le travail de nos agents, ni de la gendarmerie, qui pourront toujours à la fois surveiller, prévenir ou sanctionner, mais c'est un outil d'accompagnement et un outil complémentaire. En centre-ville, nous avons constaté régulièrement des incivilités de la part des conducteurs qui ne respectent pas le code de la route, les feux rouges, le stop, le stationnement, parfois de façon problématique. Quand on est stationné devant une bouche à incendie, ça pose problème s'il y avait un démarrage d'incendie, par exemple. Lorsqu'on est stationné dans une impasse étroite, ça pose problème pour l'accès des secours. Ces comportements aujourd'hui qui font l'objet de verbalisation par la police municipale lorsqu'elle le constate seront encore davantage pourchassés par cette vidéo-verbalisation. Alors il n'est pas question de faire une politique de chasse aux sorcières, il est question juste de s'assurer que le droit est respecté, que la sécurité des Farlédois est assurée. Alors je parlais des incivilités des conducteurs, je veux parler aussi des incivilités de certains citoyens qui se livrent à des dépôts sauvages ou des dépôts d'immondices, de débris sur la voie publique, y compris sur la rue de la République. Donc là aussi, ça sera vidéo-verbalisable avec la prise de photos. Et puis je parle aussi de sécurité de biens et de personnes, parce qu'une agression dans un lieu vidéo-verbalisé, c'est aussi la possibilité pour les forces de l'ordre de mieux enquêter et de mieux poursuivre les contrevenants. Donc comment marche ce système ? Dans un premier temps, il sera communal, donc il y a un centre de consultation qui sera situé ici à la police municipale, qui est à présent à la Capelle, qui va permettre de visualiser en différé ces images, et puis la vidéo-verbalisation qui, elle, est immédiate. Les infractions sont constatées, la verbalisation est transmise au Centre national de Rennes, qui envoie directement aux contrevenants la pénalité qui sera à hauteur de l'infraction constatée. Les images vidéo sont conservées 15 jours, puis sont envoyées au procureur qui en garde la tenue pendant 1 année. On a l'obligation d'installer une information sous forme de panneau, puis la population sera prévenue également de la zone vidéo protégée. Donc 5 caméras dans ce centre-ville. Alors sur la partie annexe, on va retrouver leur emplacement. Donc il y en a une qui est située au niveau de l'entrée du stade de l'aire des gens du voyage, derrière la gendarmerie. Alors je cherche les pièces annexes là. Tac. Il y en a 4 dans la rue de la République, donc il y en a une qui est entre le lotissement Ventre et la rue de la République, donc en face, presque en face du lotissement du Saint-Lazare. Il y en a une qui va encore être positionnée, dans la décision de positionnement n'est pas encore arrivée, c'est notre marge de progression, c'est la numéro 71 je crois. Là. Il y en a une qui sera entre la rue Victor Hugo et la rue de la République, donc vous voyez qu'il y a une répartition pour que l'ensemble de la rue de la République soit surveillé. Voilà. Donc c'est indépendant de ce qui existe déjà dans nos entrées de ville. Là par contre il n'y a pas de vidéo-verbalisation, ce sont les caméras de lecture automatique de plaques notamment. Ce soir, nous allons voter que l'autorisation d'instaurer cette zone de vidéo-verbalisation, ainsi que la possibilité, pour moi, de signer les documents et d'aller chercher des subventionnements, ce qu'on ne se privera pas de faire auprès de la préfecture notamment, et de la communauté de communes, je vous l'ai dit tout à l'heure. De façon plus globale,
Quels sont les objectifs de la vidéoprotection? Parce que mettre des caméras pour mettre des caméras, ce n'est pas très intéressant. Et je remercie tous mes collaborateurs qui ont énormément œuvré sur la partie diagnostic et sur la réflexion des emplacements, hein, Marc, Franck Giraudot, Pierre. Il faut, dans un premier temps, ceinturer la ville, parce que ça permet d'identifier tous les véhicules qui rentrent et qui sortent. Et pour les enquêteurs, c'est primordial, notamment lorsqu'il y a des cambriolages ou des événements néfastes. Il faut préserver, protéger les équipements municipaux, les parcs, les écoles, tous les bâtiments communaux, les parkings. Les parkings sont un lieu où il peut se passer malheureusement des choses dramatiques qui ne sont aujourd'hui pas suffisamment vidéoprotégées. Et puis ensuite, on va aller développer de la vidéoprotection aussi dans des quartiers excentrés. Alors, je parlais de ceinturer la ville, il faut faire toutes les sorties de ville, pas que les principales. Sinon, très vite, on sait par où quitter la commune sans être repéré. Donc, on en mettra une au croisement du chemin du milieu et du chemin du haut, notamment. Voilà, qu'on ne puisse plus quitter ou entrer la ville sans être identifié. Ça, c'est un préalable. Tout ce dispositif nécessite l'installation de 76 caméras, 6 qui sont en interne au CTM, au stade, et 70 qui seront déployées contre les 27 existantes aujourd'hui, dont certaines ne fonctionnent plus, qu'il faut remplacer. Donc ça fait un investissement qui est assez colossal, qui va dépasser 1 million d'euros si on y rajoute la partie réseau avec la fibre. Mais c'est un investissement qui est nécessaire parce que nous devons nous prémunir à l'avenir de ces incivilités et de ces infractions et amener un sentiment de sécurité dans notre village. Ça fait partie de la qualité de vie. Voilà. On sait que plus on est protégé par la vidéo, encadré par les forces de police municipale et la gendarmerie, plus le sentiment de bien-être et les statistiques aussi sur la sécurité vont diminuer. Sur la Farlette, c'est assez stable depuis de nombreuses années, mais ça reste élevé, notamment en ce qui concerne les cambriolages, parce qu'on a des quartiers qui sont excentrés, qui sont difficiles à surveiller. On mettra des caméras aux intersections de ces quartiers, notamment je pense au chemin de Pirasca avec l'intersection du chemin de la Pierre Blanche. Là, ça permettra aussi, à mon avis, de dissuader énormément de cambriolages. Donc cette vidéoprotection, elle a du sens lorsqu'elle est bien réfléchie, lorsqu'elle est suffisamment dimensionnée, parce que quand on parle d'une caméra, en réalité on parle d'un point, et il peut y avoir dans un point 2, 3, 4 objectifs pour couvrir l'angulation totale du point à surveiller. Parfois, il faut une vision circulaire. Et l'époque des caméras rotatives qui surveillaient une fois sur deux, finalement, c'est révolu. On ne peut pas se permettre de dire aux gens, vous n'avez pas de chance, vous êtes fait agresser quand la caméra regardait ailleurs. Il faut équiper de façon efficace ces points-là. Il y a d'autres dispositifs complémentaires, notamment les caméras nomades ou les caméras mobiles qui permettent de faire des opérations coup de poing, parce qu'on ne va pas mettre des caméras sur tous les mètres carrés de la Farlède. Lorsqu'on peut constater, par exemple, qu'il y a des dépôts sauvages réitérés sur un secteur, on peut très bien mettre une caméra mobile pendant 15 jours pour arriver soit à résoudre l'enquête, soit en tout cas à empêcher l'habitude de se perpétuer. Donc ça peut avoir du sens aussi, on ne s'en privera pas. Voilà, donc un gros investissement qui va s'étaler sur 4 années probablement jusqu'à 2025. On avait déjà démarré, mais vous voyez qu'il y a des restes à réaliser en 2021. Ça va probablement être un effort de 250 000 € par an. Ce matin, j'étais en réunion intercommunale, donc j'ai d'autres éléments à vous donner. Je peux vous dire déjà que les tarifs vont augmenter parce que là aussi, les matières premières pour fabriquer des caméras, pour tirer les réseaux de fibres ont augmenté. Il y aura probablement des devis qui seront 10 à 15% plus élevés que ce qu'ils étaient l'an dernier pour le déploiement des caméras. On est sorti de la réunion avec quelques conseils avisés, notamment le fait de penser à mettre des fourreaux partout où on ouvre la route, partout où on refait des voiries. Même lorsqu'on n'a pas un besoin immédiat, ça permet d'éviter des frais colossaux pour faire appel ensuite au génie civil qui vient réouvrir la chaussée. On va également travailler sur le déploiement d'un centre de surveillance permanent au niveau intercommunal. Donc c'était l'objet essentiel de la réunion, en reliant les communes entre elles, avec le réseau fibre d'Orange, notamment, qui va nous louer ce réseau. C'est une façon aussi de ne pas faire des travaux pour avoir la propriété très chère de la fibre. On loue le réseau Orange, qui est pour l'instant très accessible
en location. On va relier les 5 communes pour qu'il y ait un dispositif de surveillance H24 en direct sur l'ensemble des communes et des caméras que les communes auront payées. Hein. Ce n'est pas la communauté de communes qui va payer le dispositif. La communauté de communes ne fera qu'aider par l'intermédiaire de fonds de concours à l'achat de ces caméras et en payant les réseaux entre chacune des communes, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc c'est un projet qui est prometteur, qui fait partie des axes de notre programme, hein, l'augmentation, l'amélioration de la sécurité et du sentiment de sécurité, la vidéoprotection et puis la montée en charge aussi de notre police municipale avec, je vous l'ai dit, un ASVP supplémentaire dès cette année. Voilà pour la présentation de cette délibération. Je vous l'ai dit, on vote la vidéoprotection, la vidéoverbalisation, en centre-ville par l'intermédiaire de ces 5 caméras. On ne vote pas le projet global qu'on pourra présenter de façon plus détaillée par ailleurs lorsqu'il sera définitivement acté. On attend d'ailleurs de Erima, qui est la société qui a le marché auprès du SICTIAM, qui est notre partenaire. On attend d'Erima qui nous rende le devis définitif. On a les estimations, mais on n'a pas le devis définitif. C'est censé être tombé cet après-midi ou demain. Voilà pour cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Allez, s'il n'y a pas de questions, je vais mettre aux voix. Je reviens au rapport de présentation. Donc, je vous demande d'approuver la mise en place de la procédure de vidéoverbalisation comme moyen de lutte contre les infractions précitées. Je vous demande également de me permettre de solliciter les subventions les plus élevées possibles pour la mise en œuvre de ce projet et de signer tous les documents correspondant à ce projet. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point suivant, c'est une délibération assez anodine avec le syndicat intercommunal d'achat alimentaire d'hiver, le CIVAD, syndicat intercommunal varois. Chaque année, des communes qui adhèrent, d'autres qui repartent. Donc la commune de Mazogues demande son retrait et voilà, on nous demande d'accepter le retrait de cette commune. C'est un principe du syndicat. Nous n'avons pas préjugé des raisons d'une commune qui en plus ne correspond pas à notre dimension. Voilà. Qui est contre le retrait de Mazogues du CIVAD? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors là, c'est un avenant, une convention qui est toujours en cours, qui est passée entre la mairie de La Farlède, vous verrez d'ailleurs sur la convention qui apparaît toujours le nom de Raymond Abrine qui avait signé cette convention lorsqu'il était encore maire, et le syndicat du Cirque, qui est un syndicat intercommunal de restauration collective qui est basé sur la gare de Le Pradet, mais propose ses services à l'ensemble du territoire. Donc là, c'est une réactualisation du tarif. On disait que nous ne le faisions pas, le syndicat, lui, le fait. Donc vous voyez que les 3 niveaux de tarifs concernant les enfants maternels, primaires et les adultes ont augmenté de 10 centimes par repas. Voilà, sachant que ce syndicat intervient le mercredi à l'accueil de loisirs ainsi que l'été, toujours pareil, à l'accueil de loisirs pour permettre notamment à notre personnel de poser ses congés. Donc je vous demande d'accepter les tarifs proposé par le Cirque. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et là, je vais céder la parole à Alexis Collet pour une convention gagnant-gagnant avec l'IMSAT. Ouais, c'est exactement ça, je crois. Donc l'IMSAT, pour ceux qui ne connaissent pas cette structure, il s'agit de l'Institut méditerranéen des sports, de l'animation et du tourisme qui se trouve à la Grande Tourache. Alors, l'objet de cette convention, en fait, effectivement, donc c'est un échange de services entre cette structure qui propose en fait de mettre à disposition ces installations. Alors pour la convention qu'on a sous les yeux là, dans nos documents, en fait, elle initie un partenariat qui sera peut-être plus large dans les mois ou les années à venir. Aujourd'hui, ça concerne l'accueil du centre de loisirs. Donc
l'IMSAT possède son propre centre de loisirs et propose à l'accueil de loisirs de la ville de La Farlède de venir et de bénéficier de la richesse de leurs installations, donc d'en faire profiter les enfants du centre, ce qui leur permet, en plus de leur public habituel, de mettre en situation des stagiaires qui sont en cours de formation. Alors c'est détaillé là, ce sont pas des stagiaires complètement novices, pas du tout. C'est des stagiaires qui valident des diplômes supérieurs. Et si c'était des stagiaires débutants, ils sont évidemment sous l'autorité de leurs formateurs et aussi des éducateurs de l'accueil de loisirs qui accompagnent les enfants dans l'accueil de La Farlède vers l'IMSAT. Alors vous pouvez regarder sur le document la richesse des activités qui leur est proposée et que nous, sur la commune, aujourd'hui, on ne peut pas proposer. Là, en l'occurrence, pour l'accueil du centre de loisirs, il est proposé du tir à l'arc, de l'acrobranche, du paddle tennis, du beach, en foot ou enfin voilà, beach tennis aussi, ça existe. De l'escalade, j'étais encore chez eux cet après-midi, ils ont vraiment des installations, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont très très riches, et c'est une réelle opportunité de pouvoir en bénéficier gratuitement. Le seul coût, qui en est un quand même, c'est de déplacer nos enfants à destination de la Grande Tourache, mais en tout cas, quelques séances ont été réalisées et pour l'instant, tests ont été très positifs dans un sens comme dans l'autre. Les gens de l'IMSAT sont très satisfaits et tout le personnel de la ligne Portigny également. Je disais que c'était le début d'un partenariat peut-être plus large. Il y a des projets pour proposer un accompagnement à la préparation physique de notre police municipale, qui s'organise déjà de manière autonome des séances, mais des stagiaires en formation sur les métiers de la force, de la forme à l'IMSAT sont susceptibles ou pourront venir intervenir dans les séances de la police municipale. Donc là aussi, c'est une plus-value. Et le dernier axe de travail, donc l'IMSAT, donc on parle donc bien d'animation et de sport, propose de nous assister dans tout ce qui concerne donc ce dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure dans les rapports des commissions, tout ce qui concerne l'événementiel sportif, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir enrichir des journées à travers des activités par exemple, des propositions d'activités, mais aussi en renforçant la qualité et la quantité d'encadrement et d'encadrants diplômés. Donc je crois que c'est vraiment une belle opportunité à saisir et donc voilà encore une fois cette convention entre le centre de loisirs de la Grande Tourache et notre accueil de loisirs. C'était le début d'un partenariat qui nous permettra d'améliorer, j'en doute pas, parce qu'on a affaire à des professionnels, des gens soucieux d'offrir vraiment une qualité de service et avec vraiment une politique de formation performante, donc et des gens très agréables et très ouverts à tous les projets qu'on pourrait leur proposer. Voilà. Merci. Très bien. Qui est contre cette signature de convention entre l'IMSAT et la mairie? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, délibération numéro 9. Là, on va vous proposer d'aligner les conditions d'attribution du régime indemnitaire de la police municipale sur l'ensemble des autres services de la commune, puisque la police municipale a un régime spécifique au niveau indemnitaire, avec deux indemnités, l'ISMF, qui est l'indemnité police, et l'IAT, qui est l'équivalent finalement du CIA dans le régime classique. Jusqu'à présent, on se retrouvait dans une situation qui était à la limite de la légalité, puisqu'il n'y avait pas de modification du versement des indemnités en cas d'absence, ni en cas d'absence de très longue durée.
Donc c'est une chose qui est aujourd'hui interdite dans la fonction publique. D'autre part, on avait déjà délibéré et on avait déjà expliqué pour quelles raisons dans l'ensemble des services nous avions supprimé dès le 31e jour l'attribution des indemnités concernant les maladies ainsi que les accidents du travail, à l'exception en réalité des congés de maternité. Nous avions déjà débattu de cela. Nous voulions encourager effectivement les agents au travail, récupérer aussi, lorsqu'il y avait des absents, des possibilités financières pour les favoriser. Ça a du sens puisqu'on va créer le CIA. Là, il faut juste, par mesure d'équité, faire la même chose pour le service de police municipale. Donc on vous propose de mettre fin au versement du régime indemnitaire à compter du 31e jour. Donc il y a quand même 30 jours de protection pour la maladie ordinaire, la longue maladie, la maladie longue durée, l'accident du travail, la maladie professionnelle. Tout à l'exception du congé de maternité. Donc c'est valable pour l'ISMF comme pour l'IAT dans la délibération numéro 10. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus ? Mais c'est la même que je vous avais faite lors d'un récent conseil municipal. Je vous avais fait part de mon désaccord sur l'intégration des accidents de travail et des maladies professionnelles dans la diminution de la prime d'IFSE. Bon, bien évidemment, j'ai aujourd'hui la même position s'agissant des 2 primes octroyées à la police municipale. Et j'ai envie de dire d'autant plus que la police municipale est vous le savez aussi bien que moi, hein, est une population exposée, une population exposée au risque. Hein. Alors on va se trouver avec des agents qui risquent d'être en accident de travail alors qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, donc ça peut arriver. Et on va les pénaliser en leur diminuant une partie de leur prime. Alors j'ai compris qu'il s'agissait d'harmoniser les choses. J'ai bien envie de dire tant pis, à 2 populations différentes. Je n'ai pas de scrupule à appliquer des mesures différentes. Voilà. Bien. Je vous entends. Effectivement, on avait déjà débattu de cela pour la mise en place de ce dispositif, donc je ne vais pas en redébattre. Effectivement, vous l'avez dit, c'est une harmonisation entre 2 publics. Moi, je préfère l'équité. Chaque service a une particularité, et si on devait suivre chaque particularité, nous aurions l'impossibilité de réglementer les prestations de versement de ces indemnités. Donc, je vous propose ce soir d'harmoniser donc ce régime indemnitaire de la police municipale avec celui des autres services de la commune. On commence par l'ISMF, l'indemnité police, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Ensuite, pour la deuxième partie de l'indemnité, l'IAT, j'imagine qu'on aura le même résultat, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Alors, une délibération récurrente avec la proposition par le centre de gestion des examens psychotechniques pour les conducteurs d'engins de nos collectivités à hauteur de 5 candidatures annuelles qui coûtent la somme de 60 € par la commune et qui concernent 3 grades, adjoint technique territorial principal de 2e classe et de 1re classe. Qui est contre cette convention qui date de certaines durées? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors là, par contre, nous avons une nouvelle convention qui nous est proposée là aussi par le CDG, qui est une ressource qui permet de gérer le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste,
donc qui concerne les personnes sur leur lieu de travail, qu'elles soient des agents de la collectivité, voire des élus, des stagiaires, voire des intervenants extérieurs qui viennent travailler pour le compte de la commune. Le CDG se propose d'être le prestataire de cette prise en charge de la déclaration donc, d'harcèlement ou de violence par l'intermédiaire d'un agent spécialisé, donc qui permettra de remplir toutes les démarches administratives, de mettre en contact la victime avec des personnes ressources, qui permettra aussi d'aller vers une médiation lorsque la cause le permet, ou d'aller vers, au contraire, le contentieux lorsque ça n'est pas possible. Cette convention est gratuite tant qu'elle n'est pas déclenchée. Elle coûtera par contre 500 € par journée d'intervention, puisque nous sommes une commune de plus de 50 agents. Ça nous aurait coûté 250 € si nous avions été une commune inférieure. Je pense que c'est un complément intéressant, d'autant que ça permet d'avoir un œil totalement extérieur sur un conflit éventuel entre deux agents d'un même service, ou entre un élu, un agent, entre un intervenant extérieur, un stagiaire, comme je vous l'ai dit. Plusieurs types de populations peuvent être victimes de ce genre de méfaits. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention ? Bien, je la mets aux voix. Qui est contre cette convention avec le CDG? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. Donc, si vous n'avez pas de questions complémentaires, écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente soirée.